Bon, je bouscule un tout petit peu le planning de vidéos que j'avais prévu à la base pour vous proposer une troisième critique glauque d'affilée et on va pas se mentir, ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça m'ennuie un petit peu, j'aime bien varier les émissions que je vous propose à la suite, mais disons que quand je vois un film au cinéma qui me plaît beaucoup, je me dis qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et devinez quoi? Eh ben j'ai vu un film au cinéma qui m'a plu. Un film français que l'on doit à des réalisateurs que j'ai rencontrés à Gérardmer, avec lesquels j'ai eu un petit entretien dont vous n'avez jamais vu les images, et avec qui le courant est super bien passé en plus. Disons pour faire simple qu'il y avait plein de raisons de vous faire cette vidéo maintenant, et que je n'ai pas su résister, tout simplement. Mais dans tous les cas, vous l'auriez eu au plus tard la semaine prochaine ou celle d'après, donc bon. Bref, il fait chaud, c'est la canicule, je transpire là-dessous, alors que diriez-vous d'un long métrage un petit peu rafraîchissant? Mouillez-vous la nuque, vous pourriez en avoir besoin avant le grand plongeon. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à l'année du requin des frères Boukerma. L'année du requin, sorti ce mercredi, présenté comme le premier film de requin français, ce qui est déjà un petit événement en soi, méritait pleinement une petite vidéo sur ma chaîne. Il est réalisé par les frères Boukerma, Zoran et Ludovic, à qui l'on devait déjà Teddy, un film de loup-garou français que j'avais beaucoup aimé et dont j'avais déjà parlé sur la chaîne à 2 ou 3 reprises. Et finalement, comme nous le verrons, il y a pas mal de points communs à relever entre Teddy et l'année du requin. Au niveau de la distribution, nous avons quelques comédiens dont je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne, et c'est plutôt drôle de pouvoir citer par exemple Kad Merad, qui ne joue que rarement dans des films que je pourrais traiter, ou Jean-Pascal Zadi, qui a bercé mon adolescence avec des films comme Cramé ou African Gangster. Et bien sûr, Marina Foïs dans le rôle principal, en pleine bourre en ce moment, après des films comme Énorme ou Asbestas. J'étais obligé de les citer, car encore une fois, on ne risque pas de les revoir de sitôt sur la chaîne. Au niveau de l'histoire, qui se déroule à La Pointe, un village du sud-ouest de la France en bord de mer, nous suivons Maja, une gendarme qui est pour le moins très attachée à son métier, qui représente toute sa vie et pour lequel elle se donne à 100%, parfois aux grandes dames de ses collègues et supérieurs, à tel point qu'elle redoute même le moment de sa retraite, qui arrive pourtant dans quelques jours. Et alors qu'elle est en train de gérer un problème en apparence des plus routiniers, son bateau est percuté par ce qu'elle identifie être un énorme requin. À partir de là, même si personne ne la croit dans un premier temps, elle partira en croisade contre cette menace, persuadée que c'est son rôle de l'arrêter avant de partir à la retraite. Un début d'intrigue certes très classique lorsqu'on parle de Sharksploitation ou de films de requins. Cependant, l'année du requin n'est pas exactement un film de requin comme les autres, et ça fait beaucoup de fois le mot requin. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, j'ai nommé Freaks On. Et oui, vous commencez à en avoir l'habitude, mais cette vidéo est en partenariat avec la plateforme de VOD française spécialisée dans le cinéma de genre Freaks On. Et ça tombe bien, puisque dans leur catalogue déjà bien complet, on peut désormais trouver le slasher 5 fois la mort de Sean McGregor et de David Sheldon, dans lequel on peut voir 5 enfants mentalement dérangés, alors qu'ils sont en plein transfert pour un hôpital psychiatrique, se retrouver dans la nature et recueillis par des adultes dans un chalet en pleine montagne. Avouez-le, avec un synopsis pareil, vous êtes tous curieux là. Enfin bref, en ce moment, Freaks On est en train de sortir des vidéos du grand Rurik Saleh qui revient sur la plateforme et certains de ses titres, donc si jamais vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à aller regarder ça sur leur chaîne YouTube. Puis bon, en résumé, pour 4,99 € par mois, vous avez accès à un catalogue ultra complet de films de genre et notamment de films d'horreur, avec pas mal de VF et aussi des documentaires, et puis en plus, vous avez 2 semaines gratuites, histoire de réfléchir à tout ça et voir si vous êtes vraiment convaincu par cette offre. Et oui, vous serez convaincu par cette offre, c'est sûr. Merci encore à Freaks On d'avoir sponsorisé cette vidéo à nouveau, et retour à l'année du requin. Oui, on peut vous dire que c'est un peu dans la continuité de Teddy, c'est toujours l'idée de revisiter un peu une grande figure du cinéma de genre. Avec Teddy, c'était le loup-garou, là c'est le requin, et de l'ancrer dans le sud-ouest,
et bien sûr de proposer toujours une vision décalée et un mélange des genres entre la comédie, le drame et l'horreur. Voilà. Déjà, en termes d'intention, on peut se demander devant quel genre d'ovni nous nous trouvons. L'affiche et une partie du casting semblent illustrer une comédie française d'été comme il en existe des tonnes, et pourtant, nous sommes devant un objet cinématographique plus complexe. Il est plein d'humour et de second degré, certes, surtout dans sa première partie, mais cet humour devient assez rapidement plus noir et caustique que ce qu'on attend d'une production de ce genre. En fait, L'année du requin change de ton presque d'une scène à une autre, et en cela, on retrouve l'une des caractéristiques principales de Teddy, par exemple, et plus globalement du cinéma des frères Boukerma. Ces deux longs métrages peuvent être qualifiés de comédie, de drame et de film d'horreur à la fois, au minimum, et jouer avec les genres de la sorte est clairement une volonté assumée des réalisateurs. Mais du coup, forcément, pour le spectateur qui ne les connaît pas, le spectacle proposé par L'année du requin peut être un petit peu déroutant. D'autant qu'après une première partie assez banale ou du moins attendue dans le registre du requin, le long métrage change radicalement après que le personnage de Marina Foïs ait réussi à capturer l'animal et à partir à la retraite. En fait, elle l'a juste attrapé puis enfermé et la créature s'est échappée et s'est remise à attaquer. Puis à tuer. Elle sera alors désignée comme responsable par beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, et elle passera du statut de héroïne à celui de paria, pointée du doigt un peu partout sur son passage. À ce moment-là, le film change complètement d'ambiance, on oublie l'humour et on passe à quelque chose de beaucoup plus sombre et dramatique, et le requin est remplacé par un autre monstre, plus crédible et certainement plus effrayant. La rage populaire, le complotisme, les réseaux sociaux. Cela n'empêche pas le film de continuer à être drôle, mais de façon beaucoup plus absurde et dérangeante, à l'image de cette scène durant laquelle deux jumeaux au nez complètement disproportionné et donc au physique presque cartoonesque s'en prennent à Maja de façon extrêmement violente. Cela nous donne des passages assez étranges qui rendent le film difficile à appréhender, mais qui lui donnent aussi une espèce de cachet, une atmosphère très particulière. Puis bon, il y a toujours cette volonté de la part des frères Boukerma de s'inspirer de ce qu'ils aiment dans le cinéma de genre américain, celui de leur enfance, et de le mélanger avec ce qu'ils aiment dans le cinéma français un petit peu plus naturaliste, voire avec leur propre vie, leur passé, leur quotidien. Du coup, l'idée, c'est vraiment la rencontre du cinéma de genre inspiré du cinéma américain et de la campagne où nous, on a grandi. Voilà, donc c'est une espèce de mélange de naturalisme un peu avec une France du Sud-Ouest avec des accents, etc., dans laquelle viendrait jaillir le genre. Encore une fois, L'année du requin est le prolongement de Teddy à ce niveau-là. Les deux mettent en scène une créature populaire du cinéma de genre, à savoir le loup-garou et le requin, mais dans un environnement très français. Le sud-ouest de la France, la région natale des Boukerma. Pour aller plus loin dans cette démarche, ces deux longs métrages ne proposent à l'affiche qu'une poignée de comédiens professionnels qui donnent donc la réplique à des locaux, des gens entre guillemets ordinaires, avec de véritables accents, un petit quelque chose de naturel et d'authentique, mais aussi de maladroit et d'un peu décontenançant. On passe de scènes horrifiques bien pro à des moments de vie très naturels qui font très réalistes. Bref, écoutez un petit peu ce qu'ils m'ont dit à ce sujet lorsque je les ai rencontrés à Gérardmer. Oui, nous on est hyper attachés en fait à l'idée d'ancrer les films dans la région où on les tourne, et c'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer aller dans le sud-ouest et prendre des acteurs par exemple de Paris ou je sais pas. On a vraiment besoin de cet ancrage régional, et l'ancrage ça passe pas que par les paysages, ça passe aussi par les gens et par l'accent. Encore une fois, nous on a grandi dans le Lot-et-Garonne, et c'est vrai que une espèce d'évidence qu'il y a comme ça quand on a envie de filmer le Lot-et-Garonne ou le Sud, c'est effectivement d'entendre aussi cet accent que nous on entendait partout et qui était... D'ailleurs, quand on était petit, pour nous, c'était même pas vraiment un accent. Donc, on a un peu perdu l'accent depuis, mais en tout cas, c'est vrai que c'était quelque chose qui était, ça nous paraît assez, en tout cas, indissociable de filmer le lieu. Ouais. D'ailleurs, ça joue aussi du mélange des genres, parce qu'en fait, le fait de prendre des gens qui ont l'accent, mais qui sont en plus des acteurs non professionnels, donc parce que c'est vraiment des gens qui avaient jamais joué, ça permet aussi de créer des accidents. Et on a l'impression que le cinéma de genre, c'est un cinéma qui en général est très cadré, très voilà, où même la mise en scène doit être très cadrée. Et le fait d'avoir des non-pros, ça ramène un peu des accidents, parce qu'on va avoir des gens qui se placent pas forcément parfaitement dans leur marque, ou qui disent des répliques un peu avec des hésitations, etc. Et nous, quand on a préparé Teddy, on a fait des storyboards assez précis, parce que je crois qu'on est assez angoissé avec Zoran quand on prépare un film. Du coup, on essaye un peu de se surpréparer. Et je trouve que c'est assez marrant dans cet exercice de genre de casser un peu justement la grande préparation qu'il faut avoir et la rigueur que demande le genre, justement avec des non-pros qui amènent des accidents et et un petit côté du coup réaliste. Et oui, c'est ça qui décale en fait du coup ça permet du coup d'avoir à la fois ce côté un peu américain avec le body horror, etc., les scènes un peu sanguinolentes, etc., et en même temps par exemple il y a une séquence où Teddy se rase la langue.
Donc là, il y a un truc un peu sanguinolent, et puis la séquence d'après, il y a un médecin qui n'est pas un acteur, qui vient du sud-ouest, qui hésite un peu quand il parle, etc. Et donc ça ramène tout d'un coup un truc un peu, je sais pas, presque un peu l'émission striptease. Voilà. Bah, c'est sûr qu'on ne peut pas aborder de la même manière un acteur pro et un acteur non pro. C'est un acteur pro, il a une formation d'acteur, ou au moins il a une technique, et donc il va travailler à partir du texte, il va l'apprendre, et on va pouvoir le diriger, le corriger en fonction des prises, et il va intégrer tout de suite les petites remarques qu'on peut faire. Les non-pros, on peut pas non plus aller, on peut pas leur demander, on peut pas les diriger pareil, on peut pas être aussi exigeant avec un non-pro. Je pense que nous, on fonctionne un peu au coup de cœur quand on fait des castings, c'est que un acteur non-pro, on le prend parce que sa personne nous plaît, en fait. Donc on caste des gens avant de caster des gens qui savent jouer. Je pense que les non-pros restent un peu eux-mêmes, et c'est ce qu'on aime chez eux. Après, c'est à nous de faire un pas vers eux quand on les dirige, parce qu'on peut pas imposer à un non-pro de connaître son texte par cœur ou quoi. Du coup, on adapte un peu nos méthodes en fonction des acteurs non-pro, parce qu'ils fonctionnent pas tous pareil. Un univers très particulier, maintes fois mis en avant par les 3 acteurs principaux du film lors de leurs nombreuses interviews. Les 2 frères, là, ils sont complètement malades. Ce mélange des genres, d'univers, de fiction et de réalité, d'hommages et d'idées originales, ça nous donne quelque chose de tout à fait unique. Puis bon, on sent un véritable respect des genres originaux dans les films des Boukherma. Ils traitent leur sujet avec sérieux, et ce, encore une fois, malgré l'humour très présent dans leurs films. Aussi bien le loup-garou de Teddy que le requin de l'année du requin ne sont pas moqués, tournés en ridicule, loin de là. Ici, le squale est utilisé de plusieurs façons, ce qui accentue la sensation de plusieurs films en un. On a le monstre, bien sûr, la menace sauvage qu'il faut arrêter. Mais on a également le symbole qu'il représente pour le personnage de Marina Foïs, qui s'accroche à son travail tant bien que mal, pour qui la gendarmerie représente absolument tout. Ce requin lui permet de rester une gendarme un petit peu plus longtemps, de continuer à protéger sa ville, d'être encore un petit peu plus une héroïne. Surtout qu'au début, pendant un petit 20 minutes, on peut décemment se poser la question, ce requin existe-t-il vraiment? Ou bien ne cherche-t-elle qu'une excuse pour ne pas se retrouver à la retraite à jouer les mamies avec son mari beaucoup plus pantouflard qu'elle? Mieux encore, la façon dont la présence du requin est traitée rappellera, bien entendu, celle des Dents de la Mer. Toujours le maire et les autorités qui hésitent à fermer les plages et interdire la baignade, car la région et ses commerçants en ont besoin pour vivre et sont contre ces mesures. Sauf qu'ici, elles sont réactualisées et mises en parallèle avec les mesures prises contre le Covid. Bah oui, le requin débarque dans une zone du jour au lendemain, comme le virus, fait des victimes, comme le virus, et déclenche une contre-attaque de la part des autorités qui impactent la population et soulève critiques et colère, comme le virus. Connard de virus. Et même le moment du film durant lequel Marina Foïs est prise à partie par la population nous rappelle, comme pour The Sadness, le complotisme provoqué par le Covid et les mesures gouvernementales, les chasses aux sorcières et les doutes formulés sur les réseaux sociaux, par exemple. D'ailleurs, le film l'assume complètement. Il y a plusieurs références directes au Covid dedans. Est-ce que c'est parce que justement, en fait, le film, c'est un peu une allégorie de la société depuis le Covid? Est-ce que c'est ça le déclic? Oui, c'était ce qui nous manquait, je pense, quand on a commencé l'écriture en 2017, c'est qu'on avait l'idée d'un requin dans le sud-ouest avec une gendarme qui le traquait, mais il manquait un peu de la résonance sociétale, entre guillemets. Donc c'est vrai que le confinement, ça a été un peu le déclic pour nous, de se dire, tiens, si on faisait une histoire, en fait, un intrus qui arrive dans une communauté et qui va un peu cristalliser les colères des uns et des autres, et donc ça nous paraissait assez pertinent à ce moment-là, donc on l'a repris là, quoi. Puis, on a parlé de la comédie et du drame proposé par l'année du requin, mais c'est aussi un vrai film d'horreur avec son lot de quelques authentiques plans cauchemardesques. Je pense à la bataille finale contre le requin, qui, à plus d'un titre, fera penser à celle des Dents de la Mer, mais qui débouche sur le plan terrifiant d'un J.P. Zadi mort sous l'eau, coupé en deux, le regard figé, qui s'enfonce lentement dans les profondeurs. Des plans comme ça, il y en a 2 ou 3 qui sortent chaque fois un petit peu de nulle part, vu que le film s'amuse à changer de ton tout le temps, ce qui permet de surprendre le spectateur et de rendre ces quelques moments effrayants proprement terrifiants, tant ils jurent avec le reste. Ils sont en tout cas au moins aussi terrifiants que lorsque ce genre de scène se produit dans la vraie vie. On ne peut jamais s'y attendre, et ça paraît toujours bien pire que dans le pire des films d'horreur. Encore une fois, le poster du film, par exemple, ne prépare pas du tout le spectateur à se retrouver en face de ce genre d'image ou de celle d'une petite fille qui joue sur la plage avec un nez tranché. Oui, on peut voir ça dans le film. Puis surtout, tout comme pour Teddy, à mon sens, la grande force de l'année du requin réside dans ses personnages. Les frères Boukherma aiment leurs personnages. C'est monsieur, madame, tout le monde qui ressemble à une partie du public auquel ils s'adressent et nous proposent donc des protagonistes hauts en couleur qui ressemblent à ces gens du quotidien, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs défauts, et une évolution aussi crédible qu'intéressante. Là où Teddy s'intéressait à un adolescent un petit peu perdu, qui s'enfermait dans sa violence à cause d'une société qui le rejetait, ici, nous suivons une femme d'un certain âge, à la vie bien vivante,
vide si on lui retire son métier et sa petite routine, et qui a peur de l'avenir et de la vieillesse. À côté de ça, c'est presque une Ellen Ripley à la française, toute proportion gardée, puisqu'on parle quand même d'une héroïne qui part à la chasse aux requins avec son harpon, tandis que son mari l'attend bien sagement à la maison. Son mari, d'ailleurs, campé par un cadmérade très touchant, joue le rôle de la ménagère, voire même de la petite mémère, qui aime sa petite vie bien tranquille, ses pantoufles, ses mots fléchés. Tout ceci est indiqué par quelques plans, détails esthétiques ou lignes de dialogue bien pensées de la part des frères Boukerma. Des mots croisés qui traînent sur une table basse, un style vestimentaire de vacancier, un personnage qui ne se met jamais en avant, essaye de soutenir son épouse dans tout ce qu'elle entreprend, échoue assez lamentablement ce que lui entreprend dès qu'il sort de ce cadre très rangé, et surtout est souvent filmé d'après des angles pas du tout à son avantage, toujours assez grotesques et rigolos, et accentués par maquillage et costume, comme par exemple l'utilisation d'un faux ventre qui le rend bedonnant. On le sent profondément gentil, mais il ne comprend plus sa femme en manque d'action alors que lui aimerait bien qu'ils puissent mener une petite vie bien tranquille ensemble. Même si ce n'est pas forcément très poussé, nous avons tout de même une inversion des rôles qui mérite d'être soulignée. Puis même leurs personnages secondaires sont traités sans le moindre mépris, avec sérieux. Par exemple, les gens furieux contre notre personnage principal, même lorsqu'ils commettent des actes tout à fait critiquables, ne sont jamais montrés comme de mauvaises personnes. Le film ne les juge pas et le spectateur ne peut que les comprendre, sans forcément les approuver pour autant. Nous retrouvons ce côté tranche de vie à la striptease que les frères me citaient en interview, ce profond respect pour les classes sociales plus basses et les gens qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres dans la vie, même culturellement parlant, et leur cinéma ne juge jamais ces gens-là. Au contraire même. Au pire, parfois, on s'en moque gentiment, à l'image du running gag du commerçant qui n'arrête pas de se lever pour gueuler et de son pote qui lui demande toujours gentiment de s'asseoir. Ça revient bien 6 ou 7 fois dans le film. C'est drôle, mais ça n'est jamais gratuit ou méchant. Encore une fois, l'année du requin est similaire sur de nombreux points à Teddy. Tout simplement parce que les frères Boukerma ont un style, un univers et une personnalité à part entière tout à fait unique et qui se démarquent complètement de ce qu'on peut voir habituellement au cinéma et pas seulement en France. Leur volonté de ne pas s'enfermer dans un genre, de proposer des films aussi divertissants qu'authentiques, avec une vraie personnalité, de laisser la part belle aux gens ordinaires, si j'ose dire, est aussi rafraîchissante que le bassin dans lequel ils ont fait nager leur requin mécanique. Et cette volonté est parfaitement symbolisée par ce narrateur dans L'année du requin, qui fait fort penser à celui de Big Lebowski des frères Coen, aussi bien dans son esprit que dans sa façon d'apparaître à la fin du film pour s'adresser au public, et qui est l'un de ces comédiens non professionnels à l'accent à couper au couteau. On y retrouve donc cette influence très américaine, cet humour un petit peu absurde dans ses répliques ou son ton, mais également ce côté français très authentique. Un parfait étendard du cinéma des Boukerma qui, loin de s'enfermer dans un genre précis, sait comment décontenancer ses spectateurs et écrire une nouvelle page de cinéma plutôt que se contenter d'en prolonger d'autres qui existent déjà depuis longtemps. L'année du requin est, à mon sens, une franche réussite, jamais vraiment hilarante ou terrifiante, mais un véritable spectacle humain qui nous fait passer par toutes les émotions avec brio et dont on ne sort pas totalement indemne. Dans le pire des cas, vous ressortirez de la salle les sourcils froncés, et dans le meilleur, vous programmerez une deuxième séance très très vite, tout comme moi. Dans tous les cas, l'année du requin, c'est la kiffance. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est la kiffance, c'est la kiffance. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai su vous convaincre de donner une chance à l'année du requin qui vaut vraiment le coup. Merci encore à Freaks On pour la sponsor, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.